Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la Guinée, bien que foyer de l'épidémie Ebola depuis mars 2014, se prépare à l'élection présidentielle de 2015. Même si le président Alpha Condé ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat, l'opposition pense déjà à délocaliser ses meetings. Quand la science vient au secours de l'alimentation, au Burkina Faso, par exemple, des fruits génétiquement modifiés sont introduits dans l'agriculture, une façon de lutter contre la malnutrition. Et puis il y a un an, le Kenya, dans son centre commercial Westgate, était pris d'assaut par les terroristes Shebab, une prise d'otage qui s'était soldée par 67 morts. Aujourd'hui, des artistes kenyans ont décidé de mettre un visage sur ces victimes. En Guinée, la propagation de l'épidémie Ebola n'a pas entravé la campagne pour l'élection présidentielle de 2015. À un an de l'échéance, pouvoir et opposition mobilisent leurs troupes. Certains n'hésitent pas à se lancer dans des meetings à l'étranger, en Amérique du Nord ou en Europe. Anna Faro. À un an de la présidentielle guinéenne, les partis d'opposition se mobilisent pour empêcher la réélection d'Alpha Condé. Même si le président ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat à sa succession, un nouveau bras de fer s'annonce entre le pouvoir de Conakry et l'opposition. Le parti Génération Citoyenne plaide pour des réformes au sein de la Constitution, mais avant cela, la lutte contre l'épidémie d'Ebola reste la priorité. Au-delà de ma casquette d'opposant, je suis d'abord un citoyen et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons régler, le problème que nous avons réglé, le problème qui est à l'ordre du jour, c'est Ebola. Je crois que tant qu'on n'aura pas fini avec ce problème, il serait vraiment prématuré de parler d'élections, d'échéances. Et je pense que c'est le moment de l'appel à l'union sacrée et surtout un moratoire des élections, le temps que nous puissions vraiment endiguer ce fléau. La fièvre hémorragique a déjà fait 562 victimes en Guinée. Dans ce contexte difficile, l'opposition s'active pour le rendez-vous présidentiel de 2015. Le parti Génération Citoyenne avance son programme pour faire de la Guinée un acteur clé de la sous-région. Aujourd'hui, la Guinée dispose de ressources humaines assez conséquentes. Je crois qu'il suffirait de mettre une synergie entre ces deux ressources pour que le pays puisse décoller. Et je crois que la Guinée a la capacité d'être le grenier de la sous-région, d'être vraiment la locomotive dans tous les domaines, que ce soit dans l'électrification, dans l'agro-industrie, dans les infrastructures. Je crois que nous avons des atouts. Et il suffit maintenant de les mettre en pratique. Lors des élections législatives de septembre 2013, le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président, l'avait emporté avec 53 sièges de députés sur 114. Un résultat qui a conforté le parti présidentiel. Le RPG ambitionne de faire réélire Alpha Condé dès le premier tour. Au Sénégal, à l'occasion de la Journée internationale de la paix ce dimanche, une table ronde se tiendra à Ziguinchor, dans le sud du pays. Le processus de paix en Casamance sera au cœur des débats. Cette région au sud du Sénégal lutte pour son indépendance depuis 30 ans. Pour la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, à l'origine de cette rencontre, l'objectif est de favoriser l'intervention de tous les acteurs engagés dans le processus de paix. Au Burkina Faso, la recherche scientifique met depuis quelques années à la disposition des producteurs agricoles les produits issus de leur laboratoire. Ainsi, la pomme du Sahel, qui est en croisement entre le jujubier local et une espèce indienne, est en pleine expérimentation. Les mangues sont aussi sujettes à plusieurs transformations. Plus de détails avec ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Couparoy. Marcel Cabré est un producteur fruitier burkinabé. Dans sa ferme située à Goncé, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou, il y pratique différentes cultures, notamment du niébé, mais produit aussi des mangues. D'une quinzaine d'hectares, cette exploitation est aussi un champ d'expérimentation pour la pomme du Sahel, un croisement entre une espèce locale et un jujubier indien. Et les résultats, selon les chercheurs, sont probants. En effet, la taille de cette nouvelle espèce est d'environ 50 fois plus grande que le fruit naturel. Avec donc ses 3000 pieds, ce producteur de la pomme du Sahel au Burkina récolte des tonnes par an, avec des difficultés certes, mais aussi des ambitions. La pomme du Sahel, c'est une plante capricieuse. Et nous sommes dans des aléas pluviométriques. Finalement, on dit pomme du Sahel, mais il a besoin de beaucoup d'eau. Et quand il n'a pas la quantité d'eau voulue, les fruits avortent avant maturité et l'estimation de la production est vite perdue. Quand vous parcourez le champ,
vous entendez les abeilles qui butinent, qui compétissent pour butiner. Donc, je pense à l'apiculture. Comment faire en sorte que ces abeilles, ces fleurs, toute l'année, puissent être mises à profit pour produire du miel. En 2013, ce producteur a enregistré un déficit énorme. En effet, sur une prévision totale de 15 tonnes attendues, il n'a récolté que 2 tonnes. Une perte qui n'a pas fait baisser les ambitions qui habitent ce fermier. C'est un producteur vraiment modèle qui nous a permis de mettre vraiment en pratique ce que nous faisons à la recherche. Ce qu'il y a, c'est vraiment qu'on puisse s'associer vraiment pour faire une recherche d'accompagnement. Et donc, il faut développer d'autres variétés pour pouvoir répondre vraiment au marché. Et donc, je pense que il servira vraiment de vitrine pour qu'on puisse l'accompagner dans tous les domaines de développement de la biologie, de la physiologie, de la croissance, de la production. Ce champ de Marcel Cabré est un champ école pour le Centre national de recherche scientifique. Selon les chercheurs, ces recherches axées sur l'agriculture accompagneront sans doute la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays où 35% de décès des enfants de moins de 5 ans sont attribués à la malnutrition. C'était il y a un an, jour pour jour, au moins 67 personnes périssaient sous les coups de feu des Shebab dans le centre commercial kényan de Westgate. En ce week-end de commémoration, les artistes kenyans rendent hommage aux victimes à travers l'initiative Histoire du centre commercial. Cet événement de 5 jours axé sur la littérature et l'écriture retrace la vie de ceux qui n'ont pas survécu. Krasela Chakonte. Un hommage scénique aux victimes des attentats du Westgate. En marge des commémorations du premier anniversaire du massacre, une séance de lecture de poésie est organisée à Nairobi, la capitale kenyane. Un recueil de nouvelles émouvantes qui retrace la vie des victimes. L'initiative a réuni quelques-uns des meilleurs acteurs et comédiens de Nairobi. L'idée d'histoire du centre commercial m'est venue à l'esprit après avoir lu un article posté sur un blog intitulé « Lamentation de deuil » par Wambui Mwangi. La lecture de ce travail a été une expérience si émouvante que j'ai commencé à le lire à haute voix à la maison. Et quand je l'ai lu à haute voix, j'ai ressenti la puissance et le pouvoir des mots. Un an après la tragédie, auteurs et comédiens des histoires du centre commercial veulent exorciser coûte que coûte les démons de la haine pour enclencher le processus de guérison afin que tous, victimes comme survivants, retrouvent une once de sérénité et exorcisent la psychose. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup confiance en notre système de sécurité. Alors, si la question est de savoir si je me sens capable d'aller n'importe où sans crainte pour ma vie parce que je fais confiance à nos forces de sécurité, alors la réponse est non. Ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas vraiment en sécurité dans ce contexte, mais je ne me promène pas non plus avec la peur d'exploser, car malgré tout, la vie doit continuer. L'attaque terroriste du Westgate, revendiquée par le mouvement djihadiste somalien Shebab, avait fait au moins 67 victimes. Un an après, l'horreur de l'attaque reste présente dans les esprits. Du sport pour terminer ce journal et après l'obtention de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, le Cameroun aimerait également abriter la CAN masculine de 2019. Face aux 5 candidatures concurrentes, la nation des Lions indomptables dispose d'un solide dossier pour séduire le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui siège ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. 42 ans après sa première expérience en 1972, le Cameroun caresse à nouveau l'espoir d'abriter une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Sa candidature fait partie des 6 retenues en janvier dernier par le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour l'organisation des CAN 2019 et 2021. Selon les observateurs du mouvement sportif camerounais, cette candidature a toutes les chances d'obtenir les faveurs des électeurs de la CAF. Le président de la Confédération africaine de football est un Camerounais et il rêve de présider une CAN dans son pays. Les principaux concurrents du Cameroun sont des pays qui ont déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations ces dernières années. Donc pour le Cameroun, la dernière fois,
première et dernière fois, c'était en 1972. Donc ça fait déjà très longtemps, 40 ans, 42 ans je crois. Et donc je crois qu'il serait logique que le Cameroun revienne sur la scène à ce niveau. Troisième chance maintenant, c'est le dossier du Cameroun lui-même, qui me semble quand même consistant pour une fois. Si de l'avis des spécialistes, le Cameroun présente un dossier en béton, la qualité et la gestion de son football, ainsi que les infrastructures sportives, constituent des points faibles. C'est un football qui n'est plus crédible, qui ne fait parler de lui que dans les faits divers et dans les mauvais résultats. Et plus grave, au niveau infrastructurel, jusque-là, le Cameroun ne présente pas bonne mine. C'est pratiquement le désert infrastructurel au Cameroun. Donc, les équipes d'inspection de la CAF qui sont passées ici, peut-être seront charmées par les chantiers en cours. Si les nouveaux stades de Douala et Yaoundé attendent encore leur premier coup de pioche, celui de Limbé dans le sud-ouest du pays est achevé depuis 6 mois. Près de 50% des travaux de celui de Bafoussam à l'ouest ont déjà été exécutés. Ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie, la CAF départagera les 6 candidats que sont l'Algérie, la Zambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.